Merci encore d'être venu. J'ai choisi un titre. Bon, ça c'est pour me retrouver sur les médias sociaux si vous avez envie. J'ai choisi un titre assez énigmatique, hein, ou plutôt on pourrait même dire assez aguichant pour cette communication, même s'il n'est pas historiquement juste. Il est énigmatique, il est aguichant, c'est purement publicitaire, hein. Le publicitaire en moi ressort. Vous ne seriez pas venu si j'avais, par exemple, ou vous seriez venu sûrement en moins grand nombre si j'avais choisi un titre inspiré du verbiage des professeurs en art médiatique, du genre l'autoportrait à l'épreuve du soi, une analyse épistémologique et sociétale de l'autoreprésentation dans l'art. Donc vous seriez peut-être venu en moins grand nombre. Donc un titre énigmatique, mais historiquement erroné, bien évidemment, vous le savez tous, parce qu'il repose sur un anachronisme. Bien évidemment, le peintre flamand Jan van Eyck, qui a vécu dans la première moitié du XVe siècle à Bruges, hein, l'actuelle Belgique aujourd'hui, n'a jamais fait de selfie. Par contre, Jan van Eyck, il a fait des autoportraits, comme cet autoportrait au turban rouge. Et ces autoportraits, à la fin du XVe siècle, ils sont une petite révolution. Une révolution parce que le fait de se représenter sur une toile, hein, ne va pas du tout de soi à l'époque. Et pour se représenter sur une toile, il faut avoir conscience de sa propre individualité, de sa propre identité, excusez-moi, et il faut la considérer comme quelque chose d'important. À ce propos, Eminem, rappeur bien connu, lui, il fait des selfies. Et un selfie, allons-y tout de suite d'une définition, au moins ce sera fait, c'est une photo de soi, prise avec un téléphone intelligent, généralement à bout de bras, qui va vivre sur les réseaux sociaux. Donc, 600 ans après Van Eyck, Eminem se prend en photo au musée du Louvre avec la Joconde en arrière-plan. Et ce selfie est partagé des milliers de fois. Et qu'est-ce que ce selfie signifie ? Que justement Eminem a pris conscience de sa propre individualité, de sa propre identité, et il la considère comme quelque chose d'assez important pour la partager quotidiennement avec des millions de personnes. Et donc, après avoir été une révolution à la Renaissance, le fait de se représenter est devenu aujourd'hui quelque chose de très anodin. Alors, c'est peut-être anodin, mais c'est très public. Et le selfie est aujourd'hui partagé sur les réseaux sociaux, alors tout le monde peut répondre. Et quand Eminem fait ça, c'est sûr qu'il y a un autre rappeur qui va répondre, donc Puff Daddy, bien évidemment, va répondre. Et puis finalement, si Puff Daddy répond, c'est sûr que Jay-Z et Beyoncé vont répondre. Imaginez, Eminem a fait un selfie, c'est sûr qu'eux aussi, ils vont répondre. Et puis, si Jay-Z et Eminem répondent, finalement, tout le monde répond et tout le monde va faire des selfies et on a ce qu'on pourrait appeler une alerte aux selfies. Tout le monde fait des selfies. Donc aujourd'hui, partout où il y a des œuvres d'art connues, canoniques, je dirais, il y a des individus qui font des selfies devant. Et ça, c'est peut-être à cause de Van Eyck et de ses contemporains. Alors, si vous voulez bien, rentrons directement dans le vif du sujet. L'idée de cette communication, vous vous en doutez, c'est de se demander ensemble s'il n'y a pas une continuité entre ces deux manifestations culturelles, entre Van Eyck et entre Eminem, entre le peintre de la Renaissance qui se représente du bout des doigts avec son pinceau et le rappeur superstar qui se représente du bout du bras avec son téléphone mobile. Alors, pour faire cette étude, il faut un peu clarifier notre propos et la façon dont on va aborder le selfie. On peut étudier le selfie de diverses manières, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue ontologique, excusez-moi les gros mots, et d'un point de vue sociologique. D'un point de vue esthétique, on peut étudier le selfie comme un genre en soi. Le selfie est un genre en soi, aujourd'hui, typique, caractéristique de la photographie mobile. Il est devenu, par la force des choses, par l'usage qu'il en est fait, une norme photographique. Un selfie, c'est un autoportrait fait avec un téléphone intelligent, une espèce de forme moderne des autoportraits
forme moderne des autoportraits de Van Gogh. Donc il est devenu, par les usages, par les pratiques, une espèce de norme photographique, et cette norme photographique, elle participe d'une nouvelle esthétique. D'accord ? Toujours d'un point de vue esthétique, si on est d'accord avec le fait que le selfie est un genre en soi, est-ce qu'on peut pousser la chose un peu plus loin et se demander, est-ce que le selfie, c'est de l'art ? Hein ? Là, on rentre dans une réflexion ontologique sur l'essence de l'œuvre d'art. Alors, on entre, mais en même temps, on ne va pas rentrer. Parce que je n'ai pas envie d'entrer avec vous dans cette discussion-là. On n'entrera pas dans ce débat, puisque la question du statut de l'œuvre d'art a été longuement discutée dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec notamment ce qu'on appelle le courant de l'esthétique analytique. L'esthétique analytique, en gros, qu'on considère qu'une œuvre d'art n'est pas une œuvre d'art en soi, comme un absolu, mais qu'elle est le résultat d'un processus qui lui est extérieur. C'est la société qui décide ce que c'est une œuvre d'art. Et l'esthétique analytique, elle a déplacé les questions relatives à l'art, de la question « qu'est-ce que c'est que l'art ?» ou « est-ce que ça, c'est de l'art ?» à la question « quand y a-t-il art ?» Et on gardera cette définition très minimale de l'art, si vous voulez bien, de Georges Dickey. Une œuvre d'art, c'est un artefact, donc à peu près tout, auquel des personnes issues du milieu de l'art ont conféré le statut d'œuvre d'art. Bref, une œuvre d'art, c'est ce qui rentre dans une institution artistique. Et à ce sujet, le selfie est rentré déjà dans des institutions artistiques. L'Exposition National Selfie à Londres, avec une vingtaine d'artistes qui ont travaillé autour de la thématique du selfie. Et puis, troisième avenue, comment on pourrait aborder cet objet intellectuel ou cet objet culturel qui est le selfie. On pourrait l'analyser à travers le prisme de l'analyse sociologique et plus particulièrement de l'histoire culturelle et de l'histoire des idées. Le selfie, finalement, comme un phénomène social, mais aussi historique. Si on fait des selfies aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Le selfie repose sur une histoire du sujet, plus particulièrement, de l'individu, une histoire qui s'est développée dans le temps. Et l'analyse sociologique, elle permet cela, elle permet de remonter dans le temps et de rechercher les sources et les racines du sujet. Et les racines du selfie sont à chercher, à mon sens, et c'est ce que j'essaierai de vous communiquer aujourd'hui, dans l'histoire européenne, à la Renaissance. Et c'est à ce moment-là que des individus vont commencer à se peindre eux-mêmes, à se représenter dans une toile, à être finalement, pour la première fois, le propre sujet de leur art. Et ça, dans l'histoire culturelle, ça a une importance capitale. Alors, à la fin du Moyen-Âge, on va observer l'émergence d'une attention toute particulière envers la dignité humaine, ce qu'on va appeler l'humanisme. Et cela se répercute de manière très privilégiée dans l'art. Les œuvres d'art vont se détourner progressivement de leur caractère essentiellement sacré pour se consacrer de plus en plus à l'ici-bas, au quotidien, aux individus. Et on a des signes évidents de cela. Les peintres, par exemple, commencent à se représenter dans leurs œuvres. C'est le cas avec ce cortège des rois de Benozzo Gozzoli en 1459. On reconnaît ici, dans l'image, le peintre à son bonnet sur lequel est écrit Opus Benotti, c'est l'œuvre de Benozzo. Si vous aimez un peu les analogies, on pourrait y voir une sorte de photobombe avant l'heure. Les photobombes, c'est quand vous allez vous mettre dans une photo dans laquelle vous n'êtes pas destiné à être. Comme ce monsieur derrière qui se gratte le nez. La bombe, c'est justement de se mettre dans une photo qui n'est pas destinée. La bombe, c'est vous. Donc on pourrait tirer un peu le parallèle. Donc le peintre intègre son visage dans un tableau où il n'est pas censé être. Ce tableau-là, c'est une commande des Médicis, grande famille italienne de l'époque. Et donc, on a un peintre qui perd son anonymat et qui devient reconnaissable. On a encore cette adoration des mages de Botticelli, 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, en 1475. On reconnaît l'artiste à sa droite, il est en orange là-bas, avec sa tunique orange, et il nous dit clairement « Venez voir mon tableau ». Et fait étonnant,
quand même, il se représente dans une scène liturgique capitale. Et il n'est pas seul, il inclut les puissants, comme vous voyez un roi mage qui touche les pieds du Christ, ça c'est comme de Médicis, qui est le fondateur de la famille, de la dynastie des Médicis. On a aussi Laurent le Magnifique, que l'on reconnaît avec son épée. Et puis, on a aussi le commanditaire qui nous regarde, le commanditaire du tableau, qui essaie de capter notre regard. Et donc, pour ces artisans, et je dis bien le mot artisan, les peintres sont encore des artisans à cette époque-là, pour ces artisans, se représenter dans une œuvre, c'est une révolution. Pour la première fois, les peintres ils se disent que leur individualité est assez importante pour être représentée dans les tableaux aux côtés des puissants et des divinités. Deuxième point qui est intéressant, c'est que les peintres se mettent à signer leurs toiles. On a cet exemple de médaillon qui date de 1450 et qui représente en même temps un autoportrait d'un peintre et miniaturiste qui s'appelle Jean Fouquet. Il est très important ce médaillon parce que c'est peut-être le premier autoportrait d'un peintre isolé et non plus intégré dans une scène liturgique. Et on a une signature qui est signée en lettres d'or. Donc, la Renaissance, c'est en art une période de transformation picturale, mais aussi sociale très importante. C'est le moment où le statut social du peintre évolue. Avant la Renaissance, le peintre est un artisan, un anonyme, un équivalent du peintre en bâtiment. Quand vous allez appeler quelqu'un pour refaire peindre votre chambre ou votre maison, vous en foutez un peu qu'il ait une signature, vous voulez juste qu'il fasse bien le travail. Eh bien, c'est à peu près la même chose avant la Renaissance. Le peintre ou l'artisan exécute des commandes, il se fait payer en fonction de la richesse, souvent des matériaux qu'il utilise. Et avec la Renaissance, le peintre il devient un personnage important, il occupe une nouvelle place dans la société. Et l'œuvre, justement, de Jan van Eyck, elle met parfaitement en image ces transformations. En 1431, à vos souhaits, en 1434, Van Eyck il peint ce portrait de Giovanni Arnolfini et de sa femme. C'est considéré comme, vous le savez tous, un des tableaux les plus célèbres, des primitifs flamands. Et qu'est-ce que fait le peintre? Il signe sa toile, pas n'importe où, en plein milieu, et il se représente dans un miroir du tableau. Et cette œuvre est une œuvre, disons les termes, moderne. Ce n'est plus une œuvre moyenâgeuse. La forme rompt radicalement avec l'art médiéval et le fond montre que la société est brutalement en train de changer. Première chose, on voit d'abord l'émergence du capitalisme bourgeois. C'est un portrait, à l'époque ça coûte excessivement cher, on est dans le luxe, il n'y a qu'une élite qui peut se payer ça, une élite économique, la bourgeoisie, ou une élite de droit divin. Monsieur Arnolfini, c'est un banquier, c'est un très grand bourgeois, et ça montre finalement que ce tableau que se constitue à cette époque-là une espèce d'élite économique de marchands, de banquiers, qui va rentrer en confrontation pendant les siècles suivants avec la noblesse. Et par ce tableau, on voit que cette élite bourgeoise, capitaliste, va affirmer son statut et sa nouvelle classe sociale. Deuxièmement, on y voit la manifestation du temps humain. Avec les époux Arnolfini, ici, Van Eyck, il représente plus des divinités avec tout ce qui va autour des divinités, le ciel, les chérubins, tout ça. Non, il est véritablement dans les individus particuliers. L'œuvre d'art, elle ne représente plus des sujets religieux, mais des individus dans leur intimité. On est dans un appartement ici. Donc, le temps des individus, le temps humain, le temps trivial, la quotidienneté, ça prend le pas sur le temps des dieux. Et on va voir, dans la continuité de Van Eyck, des artistes représentés dans leur toile des scènes de la vie ordinaire. La boutique du boucher, ici, avec Annibal Carrache, peut-être un des tableaux aussi les plus connus de l'histoire de l'art, le repas de noces chez Bruegel, ou encore le cycle annuel des saisons avec ici l'hiver. Et donc le tableau de Van Eyck qui met en lumière la place de plus en plus grande que prend l'individu, l'ici-bas,
sur le transcendant. Et puis, on voit, troisièmement, l'affirmation du peintre comme un artiste et comme un sujet. Et Van Eyck, qui signe sa toile, en plein milieu de la toile, et fait majeur dans l'histoire de l'art, il se représente dans un miroir comme un personnage central. Alors, sa signature, elle dit Jan Van Eyck était ici. Et cette signature, c'est une prise de conscience de son importance. Il cherche à s'affirmer finalement comme un témoin qui offre un regard unique sur le monde. C'est plus un peintre en bâtiment, Jan Van Eyck. Et sans lui, sans sa vision unique sur le monde, il n'y aurait pas eu de tableau. Et un siècle plus tard, Parmesan imitera, avec cet autoportrait dans un miroir déformant, Van Eyck. Donc, Van Eyck, c'est un témoin de la nouvelle importance que l'on donne au sujet et un témoin du nouveau statut social qui est conféré à l'artiste et à la Renaissance. En ce qui concerne le sujet, on remarque ici le développement d'une conscience individualiste. Ce terme a souvent mauvaise presse, prenez-le comme non pas dans le sens d'égoïste, mais véritablement dans un sens sociologique, de développement d'une identité. C'est finalement la conscience d'être un individu en dehors du collectif, avec son existence propre. Ça, c'est nouveau, la Renaissance. On voit véritablement poindre, on voit apparaître le début d'un mouvement, le début d'un processus que l'on va appeler le processus d'individualisation des conditions. Je vous promets, c'est le dernier gros mot de la journée. Le processus d'individualisation, qu'est-ce qui se cache derrière cette formule un peu barbare? Ça veut dire finalement simplement que l'individu, il s'affranchit progressivement des liens collectifs hérités. Il n'est plus seulement le membre d'un groupe, le membre d'une religion, le membre d'un clan, le membre d'une famille. Il n'est plus juste dépendant des traditions, l'individu. Il veut tracer sa propre destinée. Il veut devenir le centre d'organisation de sa vie. Et ça n'a pas toujours été comme ça. C'est à la Renaissance que ce mouvement-là prend véritablement ses racines dans l'humanisme. Et c'est dans l'art qu'on va en voir les meilleures manifestations. Donc on va passer d'une société où on accepte son destin, on reproduit ce que nos ancêtres ont toujours fait, à une société où on va chercher à s'affirmer et à se construire comme une histoire personnelle. Et en ce qui concerne l'artiste, eh bien l'artiste, bien évidemment, c'est un sujet. Alors il se profite de ce processus d'individualisation, mais l'artiste, c'est un sujet d'un genre un peu particulier, et c'était un des propos de ma thèse, c'est un sujet à l'avant-garde du processus d'individualisation. L'artiste ne veut plus être considéré comme un artisan, mais comme un artiste. Il aspire à une véritable ascension sociale. Il veut être considéré au même titre que les philosophes, par exemple. On ne reviendra pas sur, pour ceux qui connaissent un peu, sur la controverse entre les arts mécaniques et les arts libéraux. L'identité personnelle de l'artiste va conférer une valeur supplémentaire à l'œuvre. Voilà ce qu'il nous dit l'artiste de la Renaissance. Et donc les époux Arnolfini nous disent cela. Ce sont les transformations sociales qui expliquent l'apparition de l'autoportrait. Nous sommes à un moment où l'individu devient de plus en plus autonome, indépendant du groupe. Et la peinture est un domaine où ces transformations seront particulièrement visibles, d'une part du côté du sujet représenté, ici le bourgeois, et de l'autre du côté de l'artiste, qui est le peintre. Et 40 ans après Van Eyck, il y a Israël van Meckenem, qui va se représenter avec sa femme en 1490 dans ce qui demeure une des plus, on emploierait le mot cute, si on est, une des plus belles manifestations, une des manifestations les plus originales pour l'époque de la liberté, de l'autonomie individuelle et aussi de l'amour bourgeois. L'amour n'a pas toujours été une valeur comme on la connaît aujourd'hui. L'amour a lentement évolué. Et là, on a une vraie forme d'amour bourgeois. On a deux têtes qui sont collées, qui se regardent amoureusement. Finalement, un peu comme n'importe quel couple le ferait aujourd'hui avec un selfie. Ou encore avec ce selfie de gens qui se prennent en photo après avoir fait l'amour et utilisant le hashtag, le mot-clé aftersex. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Un artiste qui va mettre l'accent sur le caractère indépendant de l'artiste, c'est Albrecht Dürer,
C'est un des plus grands représentants de l'autoportrait. C'est une œuvre de 1500, passage du siècle. Qu'est-ce que fait Dürer? Simplement, en toute modestie, il s'identifie au Christ. Ce que nous dit Dürer, c'est que le peintre, c'est comme un dieu. C'est un créateur. C'est le nouveau démiurge. On voit sa signature, bien évidemment, l'année, et il dit, Albert Dürer de Nuremberg, « Je me suis représenté ainsi, en couleur, à l'âge de 28 ans. » Donc Dürer s'inscrit dans la lignée du Christ. Il héroïse fondamentalement la fonction de l'artiste. Et bien sûr, s'il y a un tableau, il y a des selfies, et on a des gens qui vont se prendre en photo, bien évidemment, devant les toiles de Dürer. Un siècle plus tard, Rembrandt va nous laisser une extraordinaire série d'autoportraits, quasiment une grande partie de son œuvre. Entre ses 22 ans et jusqu'à sa mort, il va peindre, dessiner ou graver peut-être une centaine d'autoportraits. Et Gombrich, dans son Histoire de l'art, grand classique, peut-être le plus grand classique pour les amoureux d'art, explique que les autoportraits de Rembrandt sont une fenêtre sur son âme. Nous avons l'impression, nous dit Gombrich, de le connaître plus intimement que tous les autres grands maîtres. Cette phrase est très simple, mais il a véritablement raison. Nous le connaissons, Rembrandt, dans son intimité. Nous avons l'impression que c'est un proche. Et de tous les peintres, alors je parle pour moi, je parle à travers mon chapeau, mais de tous les peintres, c'est peut-être celui que j'ai l'impression de mieux connaître intimement. C'est pourquoi j'ai l'impression de le connaître, parce que ces autoportraits sont une sorte de journal intime, un récit anecdotique, mais ô combien important de sa vie d'artiste. Et au fil de ses œuvres, on découvre un homme qui se regarde vieillir. Ma conjointe est là, alors on peut faire on est tous les deux des fans de Philippe Roth, pour les amoureux de littérature ici. J'ai l'impression qu'il y a la même idée chez Philippe Roth. On se regarde vieillir à travers la littérature. Et ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser aux gens qui, sur Instagram, prennent une photo d'eux chaque jour. Ou qui font ce genre de projets esthétiques, un peu artistiques. Ils vont prendre une photo d'eux pendant 5, 8, 10 ans. J'ai l'impression qu'on est dans la même idée. Sans manquer de respect, bien évidemment, au grand maître flamand. Et dans ces derniers portraits, on ressent véritablement une empathie pour ce vieillard, excusez-moi le terme, il est plein d'affection, n'en doutez pas, une cesse de personne qui porte sur ses épaules tout le poids de la vie. On découvre un personnage usé, solitaire, inquiet, surpris dans son intimité, c'est ça qui est fascinant. Et bien évidemment, si on a une œuvre canonique, on a des selfies. Une artiste aussi dont il faudrait peut-être plus parler, Artemisia Gentileschi, parce que Rembrandt, bien évidemment, c'est un cas d'école, mais contemporain à lui, on a cet artiste qui a aussi fait un autoportrait, et c'est son œuvre la plus connue, une allégorie de la peinture entre 1638 et 1639, où on la voit finalement tenir à bout de bras l'outil de sa propre représentation, donc son pinceau. Pour ceux qui connaissent Gentileschi, c'est une vraie figure romanesque, je préférais le terme tragique, alors de par son influence, l'influence du Caravage, bien évidemment, déjà un gros pathos à porter sur ses épaules. Et si c'est un personnage féminin, je dirais même féministe, qui a subi un viol de la part de son précepteur, qui a porté plainte, qui a gagné sa plainte quand même au XVIIe siècle, gagné une plainte qui était organisée, les plaintes étaient gérées par la papauté, donc pour gagner une plainte pour viol organisée par la papauté au XVIIe siècle, il faut quand même vouloir se battre. Et ce personnage-là, tragique, extériorisera aussi sa haine, peut-être, de l'homme, dans des toiles extraordinaires comme sa fameuse toile Judith et Holoferne. Bien évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de Diego Velázquez, 20 ans après Gentileschi. C'est le peintre officiel de la cour d'Espagne, de Philippe IV. Il va peindre les Ménines, aussi appelées las Meninas en espagnol, ou un nom français aussi que Michel Foucault utilise dans Les mots et les choses, c'est les suivantes. C'est peut-être un des tableaux les plus connus de l'histoire de l'art.
Michel Foucault, bien évidemment, en a consacré toute la première partie de son livre, Les mots et les choses. C'est un tableau qui représente l'atelier de Diego Velázquez, donc l'envers du décor. On y voit le peintre en train de travailler à une œuvre. Il est accompagné d'un groupe de courtisans et puis une jeune princesse. Et dans le miroir du fond, on ne voit plus l'artiste, au contraire, mais on voit le couple royal qui est représenté en tout petit. Et donc on est peut-être là dans une étape encore plus loin du processus d'individualisation. Les spectateurs est à la place du couple royal. Et que le voit le spectateur, que voit le roi? Il voit sa suite et il voit son peintre. Un artiste que j'aime beaucoup, Franz Xaver Messerschmitt. On ne pouvait pas rester complètement dans la peinture et on ne peut pas passer à côté des travaux de ce sculpteur germano-autrichien du XVIIIe siècle. Lui aussi portraitiste des familles régnantes. À l'époque-là, on ne peut pas parler d'Allemagne, on peut parler de centaines de micro-États qui se font la guerre. Messerschmitt, c'est un des plus fascinants sculpteurs de cette époque. Il n'est pas connu, bizarrement, pour ses tableaux de cour, mais pour ses têtes de caractère. À la suite de problèmes personnels, il se met à réaliser des bustes très réalistes de lui, avec des rictus faciaux très prononcés. 69 têtes, exactement. Il grimace, il essaye de s'enlaidir. C'est peut-être pour extérioriser et ses tourments. Et c'est exactement ce que nous faisons aussi aujourd'hui, quand nous allons sur les réseaux sociaux. Après Messerschmitt, Courbet, bien évidemment, va interpeller Messerschmitt avec son autoportrait du désespéré. Ça aussi, un des tableaux les plus connus de l'histoire de l'art. On a un très jeune homme, qui se regarde fixement dans ce qui pourrait être un miroir, en se prenant la tête et les cheveux. On le devine assailli par une crise existentielle. C'est à cet âge-là, Courbet, un jeune homme qui se cherche encore beaucoup. Il se met en scène avec emphase, comme on fait aujourd'hui avec des selfies, selfies de jeunes personnes que l'on peut retrouver facilement sur Instagram. Il n'y a pas, de mon avis, de grande différence dans le propos. Et quand Courbet fait cet autoportrait, à peu près au même moment, entre 1843 et 1845, quelques années avant, on a une invention majeure qui voit le jour, et c'est bien sûr la photographie en 1839. Et cet outil-là va démocratiser véritablement le portrait de soi, parce que ça va coûter moins cher, bien évidemment, de faire des photos de soi. Et la photographie va aussi être un outil d'affirmation identitaire. Elle va participer, elle va accélérer le processus d'individualisation. Et elle va donner les moyens à tous d'avoir un portrait de soi à la maison et de laisser une trace du jeu dans le temps. Et pendant longtemps, toutefois, cet outil-là, la photographie, va être réservé aux plus riches. On a ici la Castiglione, qui était la maîtresse de Napoléon III, qui va être une des premières à utiliser le médium de la photo de manière systématique pour ses autoportraits. Elle va se faire photographier plus de 700 fois pendant 40 ans. Au fur et à mesure qu'elle va vieillir, elle va de moins en moins montrer son visage. Et il faut quand même se remettre dans le temps. 700 fois, c'est assez impressionnant à une époque où les temps d'exposition étaient parfois beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. Et ces portraits donnent lieu à des mises en scène élaborées dont elle était la propre directrice artistique. On emploierait ce terme-là aujourd'hui. Et donc, ça préfigure véritablement une esthétique du selfie amoureux et érotique aussi. C'est la communication qu'elle fait. Elle communique avec quelqu'un. Elle est dans la discussion avec un amant, la Castiglione. Et elle nous fait penser, cette Castiglione, à la maîtresse du selfie contemporain, quand même, qui n'est autre que Kim Kardashian. Et Kim Kardashian, comme elle, a une pratique excessivement compulsive du selfie
Elle a déjà pris 1200 selfies en une semaine en vacances, vous le saurez, vous devriez le savoir. Et donc, ça m'amène à cette petite réflexion, qui n'est pas vraiment une réflexion, hein, ça va pas très loin. Si la Castiglione avait eu un mobile, sûr qu'elle aurait pris autant, voire plus, de selfies. Et pour les amateurs d'art que vous êtes, cette documentation a donné lieu à un livre en 2014 qui réunit 350 de ses plus beaux selfies. Alors, tout de suite donc, ce qu'on voit, c'est que les plus riches qui possèdent des appareils photographiques vont faire des autoportraits au moyen de miroirs. Et en 1913, on a la grande duchesse Anastasia, la plus jeune fille du dernier tsar de Russie, on parle bien de la même personne, qui va se prendre en photo au moyen d'un miroir. Et là, c'est une adolescente. Hein. Elle est très jeune, elle a peut-être 13 ans, 12-13 ans. Elle utilise une caméra Kodak pour se prendre en photo. Elle se regarde fixement. On croirait qu'elle est à la recherche d'elle-même, comme Courbet, qui était déjà très jeune. Elle s'explore, comme une adolescente. Comme toutes les adolescentes, finalement. Et comme nous l'avons tous fait, et comme nous le faisons encore aujourd'hui. En 1908, il y a Edward Munch qui réalise lui aussi un selfie alors qu'il est traité pour des troubles d'anxiété. On mettait un peu tout sur anxiété. Tout ce que aujourd'hui les maladies mentales occupent un très large spectre. Avant, c'était soit la neurasthénie, soit l'anxiété. Vous aviez le choix. Il y avait 2 maladies. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Donc, il est traité pour anxiété dans une clinique de Copenhague. Et Munch, chose peu connu, il a fait des selfies toute sa vie. Peut-être lui aussi, je dis peut-être, je ne suis pas spécialiste de Munch, pour extérioriser ses tourments intérieurs, un peu comme nous le faisons encore aujourd'hui. Une personne qui s'est coupé la peau, je pense qu'elle n'a pas voulu... je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, en tout cas elle a voulu envoyer un message très clair, elle l'a pris en photo, elle s'est retrouvée dans un hôpital, après avoir porté atteinte à sa propre intégrité, et elle utilise des hashtags comme cut, sadness, anxiety. Il y a quand même une grande différence avec l'œuvre de Munch et les selfies. L'autoportrait de Munch sur son lit d'hôpital s'inscrit dans un dialogue de soi à soi, ou peut-être de soi avec un père. C'est circonscrit bien évidemment à la sphère intime, et c'est une image à usage privé. Et les selfies modernes, eux, sont destinés à la communauté. Ils appellent véritablement au dialogue. La photographie va avoir une influence fondamentale sur la peinture. Elle va pousser la peinture à se réinventer. Et si la photographie, elle saisit mieux le réel que la peinture, en termes de perspective, bien évidemment, en termes de clair-obscur, de modelé, alors il ne sert plus à rien d'imiter la photographie pour représenter le réel, et ceux qui vont le faire vont s'enfermer dans un classicisme, dans ce qu'on va appeler les peintres pompiers. Donc, il ne faut pas représenter le réel. Il faut mettre l'accent sur la perception du réel, sur le ressenti, sur l'impression. Et à Paris, qui est un peu le centre culturel du monde, un peu pour l'époque, on a une nouvelle génération d'artistes. On pourrait même parler de contre-culture. Il y en a qui le font. Eric Hobsbawm, historien, on parle de contre-culture. On parle aussi de bohème, qui va chercher à changer l'art, et qui va essayer de l'amener plus loin. Et ces jeunes artistes, ils revendiquent une plus grande liberté picturale, un droit à l'expérimentation, et ils brandissent, bien évidemment, les valeurs de liberté, d'indépendance, contre l'ordre bourgeois, vous connaissez la rengaine, contre l'académisme. Et les peintres modernes, ils inventent de nouvelles manières de représenter la réalité, avec une idée bien centrale, il faut innover, innover, innover. Le regard de l'artiste, il ne doit plus regarder vers le passé, vers la tradition, il doit se tourner vers l'innovation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être original. C'est un leitmotiv qui est aujourd'hui appliqué à tous les individus de la société. Si vous n'êtes pas original, vous êtes déconsidéré dans votre travail. Aujourd'hui, on vous demande, quand vous rencontrez des employeurs, mais êtes-vous créatif? J'essaye.
Et ces artistes bohèmes affirment encore une fois le statut supérieur de l'artiste qui va devenir véritablement, à partir de cette époque-là, le véritable héros des temps modernes. Et encore une fois, l'artiste est comme à la Renaissance, à l'avant-garde du processus d'individualisation. On va le désigner comme un être hors du commun, indépendant, libre. Et, si vous me permettez cette parenthèse, dans la deuxième moitié du XXe siècle, 100 ans après, on va avoir en Occident des révoltes, dont beaucoup, autour de mai 68, ça c'est la date que l'on garde, on va avoir des révoltes dont beaucoup de revendications vont s'inspirer des revendications de la bohème du milieu du XIXe siècle. Vous savez, c'est ce genre de terme-là, l'imagination au pouvoir, nous avons tous le droit d'être autonomes, créatifs, etc., etc. Et parmi ces artistes, il y a bien évidemment Van Gogh, dont Nathalie Hennig, une sociologue spécialiste sur l'art. Elle dit de Van Gogh qu'il est un candidat idéal à la religion de l'art moderne. Pourquoi ? Parce que Van Gogh, il cumule finalement les facettes. C'est un génie fragile, c'est une figure maudite, quasiment christique. Dans la mythologie de Van Gogh, il meurt maudit, peu connu, pauvre, 37 ans. Il va devenir finalement ce saint de l'art moderne, celui dont les spécialistes n'ont pas su voir le talent brut. Et Van Gogh, à travers une série d'autoportraits, explore lui aussi son identité intérieure et bien évidemment sa folie, qui finalement est le résultat à l'époque, comme beaucoup de gens de l'époque, de son alcoolisme. Et la vie de Van Gogh est parsemée de crises, et on aime retrouver dans son art les signes de son instabilité mentale, notamment de ses mutilations, comme cet autoportrait à l'oreille bandée. Et encore aujourd'hui, on a des gens qui se mutilent et qui se représentent en train de se mutiler en utilisant les hashtags comme cut, Anna, qui est un mot de passe pour anorexique, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mutilation. Et les autoportraits de Van Gogh, ils vont grandement influencer une série d'artistes au XXe siècle. On retrouve les traces de cette influence dans l'œuvre, bien évidemment, de Egon Schiele. En 15 ans, il va réaliser, lui, une centaine d'autoportraits à l'aide d'un miroir offert par sa mère. C'est quasiment freudien, rendu là. Il se met à nu pour extérioriser son intériorité. Et donc, son déshabillage de l'âme, vous permettez un peu ce terme-là, ça s'accompagne d'un déshabillage de son corps. On va en retrouver, bien évidemment, des traces dans l'œuvre de Frida Kahlo. La plus grande représentante de l'autoportrait dans l'art. Elle va s'utiliser comme sujet central de presque tout son travail, avec l'obsession de l'image de soi. Elle dit que je me peins parce que je suis si souvent seule et parce que je suis le sujet que je connais le mieux. Elle s'utiliser finalement comme sujet lui permet d'exposer sa tragédie personnelle. C'est véritablement, là encore, une figure tragique, terrassée par la polio quand elle était enfant, puis cet accident de tramway, terrassé par la vie, les opérations, les fausses couches, les infidélités. Et donc, dans cet autoportrait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous ouvre sa poitrine et on voit tout ce qui la tient debout, finalement, cet appareillage de fer qui lui a été collé à la colonne vertébrale après son accident. Et puis, bien évidemment, on retrouvera des traces de la folie de Van Gogh chez Cindy Sherman, chez Gilbert et Georges. Alors, c'est quoi le selfie ? Le selfie, c'est la continuité de l'autoportrait à une époque où les outils technologiques permettent au plus grand nombre de s'auto-représenter. Alors, premier point, il est assez évident. Le selfie, c'est le résultat d'un formidable déploiement technologique. Pour faire un selfie, il faut un smartphone, il faut que ce soit connecté à Internet, et il faut des réseaux sociaux. Mais la technologie, c'est une chose,
Mais moi, je suis sociologue. Alors la technologie, je laisse ça aux ingénieurs. Je pense que la technologie, c'est une chose, mais ce n'est pas tout. Le selfie n'existerait pas si des individus n'avaient pas jugé nécessaire et important de se représenter. Et pour qu'il y ait selfie, donc, il faut qu'il y ait des conditions de possibilité culturelle. Il faut que le sujet se considère comme un individu à part entière pour éprouver justement le besoin de se représenter. Et donc la différence entre l'autoportrait et le selfie, c'est leur diffusion. Les selfies sont destinés à être téléchargés sur un média social, planétaire instantané, tandis que les autoportraits sont destinés à un espace intime, semi-public, par exemple une cour royale. Les selfies sont au contraire aspirés par l'espace public, et c'est véritablement ça qui les différencie. Et les selfies sont une représentation de soi dans l'espace public. Quand on dit ça, représentation de soi dans l'espace public, on a des intellectuels qui nous disent que le selfie, c'est du narcissisme et c'est de l'exhibitionnisme. Alors là, on a un jugement social qui est tellement pressé de condamner la pratique qu'il évite toute réflexion. Quand on dit que le selfie est un narcissisme ou un exhibitionnisme, à mon sens, on ne dit rien du tout. Absolument rien. Mais on a l'impression d'occuper une place surplombante que nous confère l'usage immodéré de la critique sociale. Non, le selfie, ce n'est pas un narcissisme. Peut-être pour 2% des gens qui l'utilisent de façon plus compulsive et qui devraient peut-être être traités dans des offices spécialisés. Mais pour la majorité des gens, ce n'est pas un narcissisme. Le selfie est beaucoup de choses, mais ce n'est sûrement pas un narcissisme. Le selfie, c'est d'abord un outil d'autonomisation. Si l'autoportrait, c'est le signe de l'individualisation des riches, des puissants, des artistes, alors le selfie, c'est le signe de l'individualisation de toute la société. L'autoportrait était réservé à une élite. Aujourd'hui, il est accessible à tous. Mon mobile, c'est mon peintre, c'est mon miroir, c'est mon musée, c'est mes courtisans. Le téléphone mobile, c'est la technologie d'expression et de représentation de soi la plus puissante que l'on ait jamais inventée. Et grâce à lui, je montre aux autres qui je suis. Je construis mon identité devant les autres. Deuxièmement, le selfie n'est pas un narcissisme, ni un exhibitionnisme, c'est un portrait de soi dans le monde. Le selfie, c'est un outil de communication. Il émet un commentaire sur le monde dans lequel on se trouve, sur la situation où on est. Comme cette jeune adolescente qui dit « Je suis avec le fucking président français », le fucking quand même. Il s'en fout qui il est. Je sais que c'est une star, cool, je suis avec lui. Donc, on s'approprie une situation. On se met en scène, on prouve qu'on est là. Hey, regardez où je suis là, je suis avec le président. Donc, c'est un témoignage de présence. On veut montrer où on se trouve, ce qui se passe, avec qui on est. Et on atteste qu'on est bien dans ce lieu, avec telle personne, je suis au cœur de l'événement, c'est là que ça se passe. Et ça donne lieu à des dizaines de variations sur le même thème, parfois drôles, intéressantes, comme cette personne en haut d'une tour, parfois complètement dénuées de tout rapport au contexte, comme cette jeune fille qui prend un selfie à Auschwitz avec un cœur. Bêtise adolescente, il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Regardez où je suis. Oui, mais tu n'as pas bien compris le contexte, mademoiselle. Il va falloir retourner à l'école. Et puis, bien évidemment, quand on rencontre des stars et les œuvres d'art aujourd'hui, les œuvres d'art canoniques sont des artefacts qui fonctionnent comme des talismans. Ce sont des véritables stars. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que le selfie a complètement remplacé l'autographe? Quand on va voir une star, on ne demande plus un autographe aujourd'hui. On fait un selfie avec. Donc on est dans la présence. Ça fonctionne comme un outil de présence. Troisième point, le selfie est toujours dirigé vers l'autre. On n'est pas dans le narcissisme. Pour revenir à Narcisse, il se contemplait seul, Narcisse. Il n'avait pas besoin du regard des autres pour se trouver beau.
Et le selfie est un portrait de soi dans le monde, mais pas d'un soi autarcique qui se contemple seul. Le jeu du selfie, il n'est pas replié du tout sur lui-même. Celui qui fait un selfie attend justement l'approbation des autres. C'est ça. L'approbation sous forme de like, sous forme de commentaires. Le message du selfie est toujours destiné aux autres, à la communauté. Regardez-moi, trouvez-moi intéressant. Applaudissez-moi à la fin de cette conférence, par exemple. C'est la même chose. Je vais vous montrer par le... Donc le selfie est toujours dirigé vers l'autre. Bien évidemment, il y a un pourcentage de narcissiques compulsifs. Est-ce que c'est tous les gens qui font des selfies? Non. Quatrième point, le selfie est de l'ordre de la conversation. Le portrait de soi numérique fonctionne comme une monnaie d'échange sur les réseaux sociaux. A social currency, comme diraient nos amis anglophones, que je salue d'ailleurs s'ils sont présents dans la salle. C'est une façon d'entrer dans les rangs et de s'affilier à une communauté, de parler avec les autres. La première valeur de ces images, c'est justement d'être partageable. On exprime sa sensibilité, on recherche l'empathie relationnelle, même si c'est maladroit, et les adolescents sont toujours maladroits. Selfie at funerals, regardez, je suis triste, je suis à des funérailles, je fais un selfie. C'est maladroit, les adolescents sont par définition gauches et maladroits. Mais c'est pour ça qu'on les aime. Donc le selfie est à comprendre dans une volonté communicationnelle inscrite dans le téléphone mobile, et ça réitère finalement la fonction première du téléphone qui est de discourir à distance. Beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi a-t-on besoin de tout partager? Pourquoi il faudrait qu'on partage toute notre intimité? Eh bien justement, c'est parce que notre société fait dorénavant de l'individu et de son autonomie sa valeur cardinale. Alors faire de l'individu et de l'autonomie individuelle la valeur cardinale, c'est un aspect positif. On est de plus en plus autonome, on est de plus en plus libre, on est de plus en plus indépendant. On n'accepte pas que quelqu'un nous dicte notre volonté par des mariages, par notre volonté sur notre carrière, nos volontés sur la façon dont on élève nos enfants. Où je n'ai pas envie de faire vacciner ma fille, je suis autonome, petite parenthèse, je fais vacciner ma fille, mais je suis indépendant, je sais que je peux le... Bon, bref, vous voyez. Mais cet aspect d'autonomie de l'individu, il a une contrepartie négative. La société, elle reporte sur l'individu de plus en plus de responsabilités et de plus en plus de poids. Être autonome, c'est naturellement être aussi plus responsable. Un grand pouvoir, bien évidemment, implique plus de responsabilités. Et ça implique un questionnement permanent sur notre être, sur le sens à donner à notre vie. Et pour répondre à ces responsabilités, à ces questions, eh bien, les individus, ils mettent en place des stratégies d'auto-assistance. Ils se connectent à des terminaux relationnels, les internets, les réseaux sociaux, et là, ils vont trouver des conseils, des réponses aux nouvelles exigences qui pèsent sur eux. Avec les réseaux sociaux, ils rencontrent une infinité de modèles dans lesquels ils vont puiser pour donner une espèce de cohérence à leur jeu. Et donc, ce sera ma conclusion, elle sera assez brève, le selfie participe complètement des contradictions de la liberté moderne. L'autonomisation, ça signifie beaucoup plus de liberté, mais plus de liberté, ça implique plus de poids sur les épaules de chacun, une espèce de pesanteur de l'existence. Et pour soutenir ce poids, on a besoin de se connecter à toujours plus de monde possible pour avoir un miroir de nous-mêmes, un peu le miroir que Van Eyck essayait de nous représenter. Merci à tous.